La science et le numérique vont-ils changer le monde ? C'est le thème qui nous rassemble pour cette 4e session des rencontres. Un thème ambitieux et pour s'y attaquer, un panel d'intervenants bien fournis. Il manque juste une personne et nous aurions pu former une belle équipe de foot. Alors nous entendrons successivement Lia Greenfeld, Étienne Klein, Laurent Alexandre, Yann Wischk, Eric Carrel, Duncan Campbell, Lorraine Donieux de Vabre et Michele Boldrin. Autant d'intervenants que je vous présenterai au fil de la session, mais la parole est d'abord à Pierre-Yves Joffard, directeur de PSE, École d'économie de Paris. Pierre-Yves, vous êtes le coordinateur de cette session. Je vous laisse le soin d'exposer les enjeux de la question qui va nous occuper pendant 75 minutes. Science et numérique vont-ils vraiment changer le monde ? Bonjour, est-ce que ça marche ? Non, ça marche pas. So science. Bonjour, oui. Je vais immédiatement passer la parole aux premiers intervenants en les remerciant en remerciant chacun pour sa présence. On va aborder plusieurs thèmes, de nombreux thèmes. On a beaucoup d'intervenants. Chacun a un point de vue qui est intéressant et qui mériterait sans doute d'être développé plus longtemps, mais ça sera possible probablement davantage après la session ou à la fin de la session dans les échanges qu'on va avoir à la fois dans cette salle et en dehors de la salle. Donc les questions qu'on va aborder, c'est d'une certaine manière, dans un premier temps, est-ce que la science, le numérique vont changer le monde ? Et là, on peut s'interroger aussi en premier lieu sur est-ce que ça a changé le monde ? Et ça va être le point de vue qui va être discuté par Lia Greenfeld en introduction. Et ensuite, donc, on aura un premier temps d'échange sur qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut essayer d'anticiper sur ce qui va changer le monde dans le futur. Notamment dans le domaine du numérique, notamment dans le domaine du vivant, et notamment dans le domaine à l'interface entre le numérique et le vivant. Donc ces thèmes-là vont être abordés par les trois. Alors on a également une interrogation sur la place de la science, notamment dans la société française. La société française a un rapport compliqué à la science, à l'innovation, au risque. Il n'y a pas de science, il n'y a pas d'innovation sans prise de risque. Et on a des rapports un peu ambigus avec cette notion. Étienne Klein en parlera. Ensuite, Laurent Alexandre nous parlera justement de ce qui va se passer à l'interface du vivant et du numérique. Yann Weg nous parlera de l'innovation dans le healthy aging et dans l'humain augmenté. Eric Carrel nous parlera encore de numérique et de santé. Donc vous voyez qu'on va avoir beaucoup d'éléments sur ces questions. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, on abordera aussi les questions de comment la science et le numérique, quelles sont les conditions dans lesquelles peut émerger l'innovation, peuvent émerger de nouvelles idées, en termes quels sont les bons mécanismes de régulation de la recherche. Est-ce que le droit des brevets, est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que ça freine ou au contraire, est-ce que ça accélère le progrès technique et la recherche ? Et donc nous aurons deux intervenants sur ce thème qui sont Lorraine Donieux de Vabre et Michele Boldrin. Donc encore une fois, merci à tous d'être présents. Je demanderai à chacun de respecter très strictement le temps de parole imparti pour laisser un peu de temps aux questions. À l'issue de ce débat, la première question posée par la salle, tout seigneur, tout honneur, sera posée par un étudiant, François Gibelli, qui donc introduira le débat. Et ensuite, j'espère que les débats se prolongeront dans cette salle et au-delà de cette salle. Donc encore une fois, merci à tous. Et je passe sans plus attendre la parole à Lia Greenfeld. Vincent Lemaire. Vincent veut dire un mot. Oui, Lia Greenfeld, que je vais présenter très rapidement, professeur de sociologie, de sciences politiques et d'anthropologie à l'université de Boston. Lia Greenfeld qui nous propose une réflexion donc, dans la ligne de ses travaux, une réflexion qui interroge la notion de progrès. Lia Greenfeld, la parole est à vous. Merci. Sans préalable, je vais parler en anglais parce que j'ai 7 minutes et ça ira plus vite. The session is based on the 18th century idea of progress. It presupposes that science and technology exert major influence on the nature of existential experience, and that they invariably contribute to the human well-being. Both assumptions are historically, logically, and psychologically unwarranted. The unprecedented rapid development of science and technology in the last 150 years left the character of humanity
our passions, desires, aspirations fundamentally untouched. We still seek meaning, stability, and security, and the advancing understanding of the physical reality and technology controlling it fails to provide us with them. Ambition and status envy remain the predominant modern passions. New technologies offer them new outlets, but do not assuage them. The nature of human suffering has changed, but its amount has likely increased. There is less physical suffering today thanks to the advances in medicine, but physical pain is replaced by mental anguish. Improved agriculture and medicine increased the world's population, but growing numbers wish they were never born and contemplate suicide. The burden of mental illness being the heaviest in the most developed countries, most dependent on advanced technology. As we learn to control nature and reduce the amount of suffering it may cause, such as physical hardship and disease, we increase the amount of man-inflicted suffering. Ways to kill and injure have been advanced far beyond the means to save and improve lives. Most lives profoundly affected and changed by technology so far were changed by destructive technology. It was technology that made possible the devastation of the 2 world wars and the perpetuation of the Holocaust. Today, it is technology that enables terrorist organizations and holds vast populations in fear. Advances in science do not necessarily translate into technological innovations. When they do, these innovations are much more likely to be in the interest of powerful collective actors concerned with preserving their power positions vis-à-vis other collective actors, that is, military and surveillance technology, than in the interest of individual consumers. From the invention of the wheel on, technology has always served political power first, empowering individuals only as a side effect in a trickle-down fashion. To change this pattern is not a matter of technology, it is a matter of social values. Neither the benefits nor the costs of technology have been ever spread equitably, since the costs of scientific technology generally outweigh the benefits. Its potential dangers should be considered first. Our admiration for science is not based on the contribution to human well-being, as is commonly believed. It is based on science's centrality as a basis of national prestige. Implicitly, science stands for the nation's IQ. This, as well as the fact that advances in science do not automatically translate into technological innovations, and that development of technology does not imply improvement in the quality of life and has often had the opposite effect, must be kept in mind while discussing issues related to this session. This session also raises a very important question about regulation of scientific research, that is a question very open, very important for scientists, and its public funding. Historical experience and the logic of social processes suggest that creativity, scientific as well as any other, cannot be regulated at all. And the main effect of its public funding has been to smother it and foster intellectual conformism, the opposite of creativity instead. Most scientific breakthroughs in the past, think of Einstein or Darwin, came from outside bureaucratic systems within which public funding must occur. It is normal science, science within the framework of accepted ideas, right or wrong, that profits from such arrangements. That's it. Merci Léa Greenfeld. Je suis certain que cette réflexion critique sur la notion de progrès scientifique va inspirer l'intervenant suivant. Étienne Klein est physicien, directeur de laboratoire au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.
entre autres activités qui peuvent le mener par ailleurs à la philosophie des sciences, à la littérature ou encore à la pratique de l'alpinisme. Étienne Klein, le titre de votre communication qui m'a été transmis par le Cercle des économistes est l'histoire de la science, durée 5 minutes. Le programme est ambitieux, la parole est à vous. Bien, bonjour à tous, je suis très heureux d'être ici, mais en même temps tout à fait tétanisé par le mur temporel qui nous est imposé, les 5 minutes. Je ne sais pas quoi dire en fait, et je me suis dit que le mieux c'était peut-être de dire des banalités, ce à quoi je vais m'employer dans les 5 prochaines minutes. Donc il va de soi que la science modifie le monde, nos façons de vivre, nos façons de penser peut-être, nos modes de vie, et la question est de savoir jusqu'à quel point ça va continuer. Il y a un très beau texte de Nietzsche dans Humain, trop humain, qui s'intitule, c'est un des chapitres, il fait moins d'une page, qui s'appelle L'avenir de la science. Et Nietzsche prévoit exactement ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que certes la science progresse dans des proportions que lui-même ne pouvait pas imaginer, mais elle reste périphérique à notre activité cérébrale. C'est-à-dire que nous sommes beaucoup plus soumis à nos émotions, à nos croyances, à nos passions qu'à la science. Et Bacon avait déjà annoncé au XVIIe siècle que nous déclarons tous aimer la vérité, mais en réalité nous déclarons vraies les idées que nous aimons. De sorte que les croyances sont beaucoup plus défendues et beaucoup plus répandues que les connaissances. Et j'aurai peut-être le temps, enfin je ne pense pas en fait, d'illustrer mon propos. Alors, le maître mot aujourd'hui, c'est pas tellement recherche, c'est pas tellement découverte, ça vient d'être dit, c'est le mot innovation. Ce qui est étonnant, c'est que le document européen H2020 qui déclare que l'Europe doit devenir le continent de l'innovation est un document de 52 pages dans lequel on trouve le mot innovation cité 300 fois, ce qui fait quand même beaucoup, sans que nulle part le mot ne soit défini. Le mot innovation n'est défini nulle part. On ne dit pas quel est son rapport à l'invention, est-ce qu'il nécessite de l'invention, ou est-ce que c'est simplement une nouvelle façon de trouver des nouveaux marchés. Par exemple, quelqu'un qui déciderait de peindre les coques des téléphones portables en rose au motif que ça intéresserait davantage les jeunes filles, serait quelqu'un qui produirait une innovation capable de rapporter des bénéfices importants. Mais est-ce que c'est vraiment très très important? Est-ce que c'est ça qui va résoudre tous les problèmes qui se posent à l'Europe aujourd'hui? L'innovation est perçue comme le moyen de résoudre les problèmes et non plus comme des façons de montrer la science en marche vers un avenir que l'idée de progrès aurait permis d'enchanter. Donc le statut d'innovation a changé. Nous avons quitté la période moderne qui va, disons, du siècle des Lumières jusqu'au milieu du XXe siècle. C'est-à-dire que le projet scientifique et technique n'est plus enchâssé dans un projet de civilisation. Ça n'est pas qu'il est trahi, c'est que nous n'avons plus de projet de civilisation. Et du coup, les découvertes, les innovations sont jugées pour elles-mêmes et non plus à l'aune d'un horizon qu'on aurait configuré à l'avance et qu'elle permettrait d'entrevoir ou d'atteindre. Et donc, je trouve que pour les ingénieurs, c'est une mutation considérable. Au lieu de préparer un futur qui serait à la fois crédible et attractif, on leur demande d'innover pour que les entreprises auxquelles ils appartiennent ne meurent pas, ce qui n'est pas du tout la même sorte de motivation. Moi, je suis persuadé que les innovations importantes sont des innovations qui seront basées sur des inventions, qui elles-mêmes seront basées sur des découvertes scientifiques. Et donc, l'avenir de l'innovation me semble être directement corrélé à l'avenir de la science, c'est-à-dire à l'avenir du statut et de la fonction que jouera la science dans le futur. Et il me semble que c'est difficile à prévoir parce que ce statut est fondamentalement ambivalent. Et cette ambivalence ne vient pas du fait qu'il y aurait d'un côté les pros et de l'autre côté les antis. Elle vient du fait que nous tous, individuellement, nous sommes partagés dans le jugement que nous portons sur la science et sur le halo technologique qui l'entoure. Alors comme j'ai très peu de temps, il en reste combien de temps? C'est juste pour savoir. Une minute. Alors je vous le fais en une minute. Comment est-ce qu'on peut résumer cette ambivalence du statut de la science aujourd'hui? En disant deux choses qui sont, à mon avis, évidentes. La première, c'est que la science, en tant que démarche de connaissance originale, qui permet d'accéder à des résultats qu'aucune autre démarche ne permet d'atteindre. Par exemple, si la question qui vous intéresse est l'antimatière, vous savez bien que c'est à un physicien que vous devrez poser vos questions et non pas à une autre profession. Donc nous avons compris que la science, pour certaines questions, a le monopole de la vérité. Eh bien, cette science, en tant qu'idéalité, continue d'être le socle officiel
de notre société en remplacement du socle d'autrefois qui était la religion. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes gouvernés par la science, mais nous sommes gouvernés au nom de quelque chose qui a à voir avec la science, c'est-à-dire au nom d'une forme d'objectivité qui fait que lorsqu'on a une question à résoudre, on convoque des experts et on pense que c'est de leur confrontation que naîtra la solution. Pour le dire de façon encore plus radicale, regardez ce qui est écrit sur nos paquets de cigarettes. Il est écrit « Fumer tue ». Si on avait proposé à un ministre de la Santé du XVIIe siècle de prévenir le cancer induit par le tabagisme, il aurait proposé qu'on écrive sur les paquets de cigarettes « Fumer déplaît à Dieu » ou « Fumer compromet le salut de votre âme ». Aujourd'hui, on écrit « Fumer tue », ce qui veut bien dire qu'un discours scientifique qui porte sur la santé du corps a détrôné un discours théologique qui portait sur le salut de l'âme. C'est ça que je veux dire quand je dis que la science est le socle officiel de la société. Mais l'ambivalence dont je parle vient du fait qu'évidemment, il y a un autre pan qui est que dans sa réalité pratique, la science est questionnée, marginalisée, critiquée comme jamais. 4 symptômes que je dis rapidement. Premièrement, elle est l'objet d'une désaffection de la part des étudiants. Dans tous les pays de l'OCDE, une enquête l'a montré, et la pente de la décroissance est la même partout, ça veut dire qu'elle ne dépend pas du contexte, c'est une sorte de mouvement de civilisation. Les meilleurs étudiants ne vont plus dans les filières scientifiques, ne vont d'ailleurs plus dans les filières académiques, ils vont plutôt dans des filières professionnalisantes. C'est pas une histoire d'affect, le mot désaffection est peut-être pas justifié, c'est pas une histoire d'affect, ça n'est pas qu'ils l'aiment moins que leurs aînés, c'est simplement qu'ils n'y voient pas leur avenir, ce qui est une autre question. Deuxième point, elle est l'objet d'une méconnaissance effective. Le travail de vulgarisation des chercheurs qui est sans précédent depuis 30 ans, publications, interventions dans les lycées, colloques, conférences publiques, etc., est sans effet. Le niveau des connaissances scientifiques ne progresse pas et le nombre de gens qui pensent que la radioactivité est toujours artificielle augmente au cours du temps. Donc il y a un problème. Comment transmettre, je sais bien que c'est difficile, on ne peut pas tout connaître des quarks, du boson de Higgs, de la climatologie, etc., mais on observe que ça ne s'enquiste pas dans la culture et c'est un problème pour la suite de l'histoire, évidemment. Et enfin, il y a des problèmes, il y a des critiques politiques et philosophiques adressées à la science que vous avez en tête. Je pourrais y revenir si j'ai le temps, mais je crois que ça n'est pas le cas. Donc je vous remercie pour votre attention. Merci Étienne Klein. Alors après ces 2 interventions qui ont posé le cadre fondamental de cette session, nous allons maintenant entendre 2 hommes de l'art, 2 médecins pour qui, j'en suis sûr, la science est déjà en train de changer l'humanité à défaut de changer le monde. Laurent Alexandre est notamment célèbre pour avoir fondé Doctissimo, une éclatante réussite de la première vague de la net économie. En 2004, nouvelle aventure avec DNA Vision, société de séquençage d'ADN. Laurent Alexandre est souvent présenté comme un militant du transhumanisme, peut-être à tort, il va nous le dire. La grande convergence entre le numérique et les biotech, c'est le thème de votre intervention. Laurent Alexandre, vous avez la parole. Merci. Alors, pour tout vous dire, j'ai été, mais parce que je suis un scientifique, donc je ne suis pas comme un poisson dans l'eau dans les cénacles académiques et économistes. J'ai été effaré par les tables rondes de l'autre côté, là-bas, expliquant qu'en 2050, il n'y aurait plus de croissance, que le progrès technique était mort, que c'était fini, que la science était à l'arrêt. Ça me fait penser à ce que disaient les positivistes en 1880 qui expliquaient qu'il n'y avait plus rien à inventer. Ce discours sur la fin de la croissance et la fin de la science est un discours de néo-keynésiens, malthusiens, anti-schumpeteriens qui n'ont jamais mis les pieds dans la Silicon Valley. C'est quasiment, de mon point de vue de scientifique immergé dans la révolution du vivant, dans la biorévolution, c'est quasiment délirant. D'expliquer qu'on est dans une panne d'innovation alors que nous sommes au début de la 2e grande vague schumpeterienne liée aux technologies NBIC, nanotechnologies, les technologies qui permettent de manipuler la matière au niveau du milliardième de mètre, biotechnologie, et notamment la génomique, le séquençage de l'ADN et la modification génétique, informatique, et puis C, la cognitique, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, la robotique et les sciences du cerveau. Une immense révolution qui va changer notre siècle, et on va y revenir, qui va poser des problèmes éthiques, philosophiques absolument majeurs, car le XXIe siècle est vertigineux du fait de l'explosion des technologies NBIC. C'est une révolution
schumpeterienne encore plus importante que la révolution 1880-1910 avec l'automobile, le téléphone, l'aviation, la chimie et l'électricité, plus les frères Lumière et la vidéo, qui n'était pas encore numérique. Donc nous sommes, de mon point de vue, pas du tout dans une problématique d'arrêt du progrès technique, mais au contraire d'explosion du progrès technique, avec un décalage absolument immense, et Yves Klein parlait du désintérêt problématique de la société civile pour la technologie, une méconnaissance totale des politiques et de la société civile des technologies NBIC. Alors, on le voit à quelque chose de très simple, ça ne concerne pas les technologies du vivant, mais ça concerne le numérique. On est en 2014, il n'y a pas d'ordinateur sur le bureau de la République, du président de la République en France. On est en 2014, le président de la République n'a pas d'ordinateur sur son bureau, ce qui prouve à quel point nos élites sont à côté du progrès technologique, ne le voient pas parce qu'ils ne le vivent pas. Nos élites étant technophobes, la société civile se désintéressant de la technologie, elle ne voit pas la vague technologique qui apparaît. Ce bricolage du vivant, il est spectaculaire. Il ne va pas guérir toutes les maladies plus la connerie en 5 minutes. C'est pas de ça dont il est question. Parce que entre des innovations très fortes, notamment dans le domaine génétique, et puis la résolution d'un problème médical, il y a un temps d'évaluation, un temps de mise au point qui est complexe. Mais si vous prenez dans l'ensemble des technologies NBIC ce qui se prépare, c'est vertigineux et c'est explosif. Il s'agit en réalité d'un tsunami technologique. Si vous prenez ma spécialité qui est le séquençage de l'ADN et puis l'ingénierie de l'ADN, l'ingénierie de génétique qui est de modifier un morceau d'ADN. Le coût du séquençage ADN, il a été divisé par 3 millions en 10 ans. C'est beaucoup plus important encore que la loi de Moore et la baisse du prix des microprocesseurs. De même, les enzymes qui permettent de modifier un morceau d'ADN, qu'on appelle les nucléases, et qui permettent de changer à façon, à un endroit donné de nos 3 milliards de bases ADN, un petit morceau d'ADN, le coût des nucléases a été divisé par 1000 en 10 ans. Nous sommes dans une phase de démocratisation du bricolage du vivant qui va aller en s'accélérant dans les années qui viennent. Les cellules souches, les nanotechnologies, nous modifierons la télomérase, nous modifierons nos protéines sanguines demain. Eric Carrel de Wissing va en parler. La santé connectée va faire partie de cette révolution. Nous allons avoir de plus en plus de capteurs, de plus en plus d'objets connectés qui vont nous permettre de monitorer notre santé. Et demain, nous aurons des spectromètres de masse qui seront inclus dans les téléphones portables et dans les capteurs. Il y en a déjà des petits qui font quelques dizaines de grammes et qui vont permettre de mesurer les constituants de notre sang et de monitorer notre santé de façon extrêmement précise. Le point important sur l'innovation, c'est que cette innovation aujourd'hui, de plus en plus, même s'il y a des succès fantastiques comme ce qu'Eric a fait avec Wissing, globalement, ce sont les plateformistes de la Silicon Valley qui trostrent l'essentiel de la chaîne de valeur dans les NBIC. C'est-à-dire, on imagine Google, Apple, Facebook, Amazon comme des spécialistes du commerce électronique. En réalité, ils sont en train de s'implanter dans l'ensemble de la chaîne NBIC. Nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences du cerveau. Il faut savoir, vous avez probablement vu, que Google investit beaucoup dans la santé, qu'il s'agisse de génétique, qu'il s'agisse de lutte contre le vieillissement. Google a débauché les meilleurs spécialistes mondiaux du vieillissement dans un certain nombre de laboratoires et a créé une filiale à 100% qui s'appelle Calico et dont l'objectif est d'augmenter l'espérance de vie humaine de 20 années d'ici 2035. Ce qui, même pour les gens pas très bons en calcul, j'ai encore pour 20 secondes, veut dire que nous ne nous rapprocherions pas de notre mort si la prédiction de Google se réalisait d'ici 2035. Cette entrée des acteurs de la Silicon Valley, de GAFA dans les biotechnologies, est la promesse de deux choses. D'abord, d'un changement radical de l'économie mondiale autour et de réorganisation de l'économie autour de cette biorévolution et des NBIC, et d'autre part, de problèmes éthiques, politiques et philosophiques majeurs. Vous avez probablement vu il y a quelques semaines que les dirigeants de Google ont annoncé pour 2035 les implants intracérébraux pour nous connecter plus vite à Internet et au cloud computing. Vous avez probablement vu aussi que les dirigeants de Google ont annoncé que dès 2045, l'intelligence artificielle serait 1 milliard de fois plus puissante
que les 8 milliards de cerveaux humains. Tout ceci pose des problèmes éthiques et politiques majeurs. Et le 21e siècle ne sera plus le siècle d'un affrontement, quoi qu'en dise Piketty, entre la droite et la gauche. Le 21e siècle sera le siècle vertigineux de l'affrontement entre les bioconservateurs qui voudront freiner la révolution NBIC et les acteurs transhumanistes, et notamment Google, qui voudront utiliser tout le potentiel des technologies NBIC pour, comme ils disent, euthanasier la mort. Alexandre, merci. Laurent Alexandre, merci. De nouvelles approches dans la médecine génomique au service de la lutte contre le cancer et contre le vieillissement, vous en parliez. C'est le quotidien de notre intervenant suivant, Jan Wisch, qui est professeur de médecine. Il dirige le département de génétique du Albert Einstein College of Medicine à New York. Jan Wisch, qui est un chercheur prolifique avec plus de 300 articles publiés à son actif. L'extension de la vie des humains, c'est le thème de votre communication. Jan Wisch, que c'est à vous. Well, thank you. First of all, of course, I would like to thank the organizers for inviting me to this beautiful place. And I have to apologize because my lecture will be in English. My work is really focused, and I had some slides, but I'm not sure if they can be projected. Would it be possible for somebody? Yes, it's okay. It's okay. Great. Fantastic. So my interest is in... if I can move, can you move it forward for me if I cannot do that? I mean, that's of course, this is about technology and science. So sometimes it fails, as you can see a little bit, but then we can correct ourselves. So here you basically see the topic of my fascination, and I'm sure it also plays an enormous role in your own thinking, for some perhaps a little bit more than others. But apart from a very interesting biological problem, it's actually an economic problem. There are now more and more older people who need more and more medical care, and that really gives some of our economists headaches. Now, can you give me the next slide, please? This machine doesn't really work. So this is just to illustrate for you what really happened here. I mean, humans exist for about 200,000 years, and never did they live very long. Usually they died in when they were kids, and when you were living until you were 30 or 40, you were exceptionally lucky. And the people who really managed to live until 80, those were exceptionally rare. It never really happened. But you can see here what happened the last couple of 100 years. And you can see, if the pointer would work, on the left panel, you can see that the mortality has gone down quite dramatically and also almost linearly. You see that immediately after the First World War, you see an increase in mortality, very brief. That's actually the flu epidemic that was happening then. On the right panel, you see sort of the opposite, the consequence of this decline in mortality, and that is an increase in lifespan, life expectancy. With the same, like around 1918, you see this peak going down because, again, of the flu epidemic. So this is, of course, an enormous accomplishment. Nowadays, people have really a life expectancy of 80 years, 80. That's enormous. It was really totally unheard of. And the explanation for that, can you give me the next slide? Explanation for that is all science and technology, almost all science and technology. I just listed here a couple of major milestones. Obviously, agricultural technology dramatically improved, and we have access to clean water and sanitation. But look at vaccination, anesthesia. Of course, nowadays we have body imaging. You can do a very quick X-ray to figure out what's going on with you, and then they can usually do something against it. Pharmaceutical industry, hand in hand with basic scientists, has done an enormous amount of work to really get us where we are now. Can you give me the next slide, please? Just an example of some people who are really managing to get very, very old in spite of the fact that their behavior is not always as you would expect it to be from people who live until 122, as this lady, Jeanne Calment in Arles in France. Still the oldest woman who ever lived, by the way. But nowadays, there are many, many centenarians, many people who live into their hundreds. So that's, again, something we've never experienced that before. So the question that you now probably want to ask me is, can we cure aging? Now, that question I cannot really answer, although it is my topic of study. I can tell you, the only thing I can really tell you is that scientifically there's no reason to believe that we cannot cure aging. It's a little bit different. So we may be able to cure aging, but not in 2035. That I can tell you for sure. Can you give me the next slide, perhaps?
Right. Now, one of the reasons that we won't do it in 2035 and probably never is the big problems that we now begin to see coming in science and technology, mostly actually in technology, in the application of science. What you see here is just one example of that. Pharmaceutical industry has always been a blessing for mankind. I, of course, know that a lot of people are critical to them, but on the other hand, look at what they did. Enormous numbers of drugs. When you now have hypertension, not a problem at all. You don't get a heart attack because they give you a drug for it. But what you see here, first of all, you see the enormous increase in expenditure. So they spent more and more money on it. But now you see, since the 1990s, the number of FDA-approved drugs, so drugs that you can actually use regularly, they are coming down, not up. So there are less drugs nowadays, less new drugs that are emerging. What is more, and that's what you cannot see from this slide, is most of the new drugs are really slight modifications that may improve the drug a little bit, but is doing nothing basic here. So you will not there's no blockbuster drug, no new blockbuster drug who suddenly will cure your cancer or diabetes. Doesn't happen anymore. Why not? That's of course the major problem. Can you go to the next slide, please? So that's the question that we have here. Is the slowdown that we see in medical technology, and we clearly see that, is that really, could it be part of a general trend? Do we see, for example, certain societal factors like in greatly increased regulation, and it has already been discussed, of course, increased reluctance to take a risk? Is that a possibility? And then, of course, that has an impact. When you talk about medical technology, then it means basically that we won't see major new accomplishments anymore in the fight against aging. Aging is basically a whole bunch of diseases that all come at old age. So now, of course, you could also ask, it's a related question, what's the impact on economic growth? And that's especially important since the decline in technology, well, I shouldn't say decline, I should say deceleration. So there are still technological improvements all the time. So your iPhone is changed a little bit. As you know, you have these disturbing updates all the time. That only makes it more difficult for you to actually deal with it. But so there is still improvement. And some improvements are actually real, but most of them are really gone now. We see the whole technological progress decelerating. Is there still a next slide? Because I think this is still the old one. Actually, the idea that I, of course, want to present to you here, the idea is really, is there really a deceleration, sort of a gradual end, a gradual stalling of progress in medical technology? And if that is true for medical technology, do we see that in technology in general? I don't need to remind you, for example, that we have all these great revolution in agriculture. We have like the new genetically modified foods. I don't need to tell you that it's now very difficult to actually implement that technology. Although there's no evidence, no real evidence that there's a danger here, still we cannot really implement it. So it's not the science is there, we've done it, and we can do much more. But the implementation, bring it into practice, that has become very, very difficult. Look, for example, at the airline industry. You would expect by now to see a great new airplane that brings you to Tokyo in an hour. But instead, of course, the airline industry decided to charge money for your bags. Because from a company point of view, that makes sense. They are conservative. This is the way they think. Is that bad? That, I think, is a major part of our discussion. But what I put down here is a picture that I actually made after I read Thomas Piketty's book. And I took the red graph that you see from his book directly. I just plotted it all over again. As he makes his data widely available, which as a scientist I really appreciate. You can easily get access to it and make this graph. Now I put the blue, this is my own graph, where I basically counted the number of macro inventions that appear over time. And you can see that after 1970 you see decline in both. So the sub-idea that I want to post it here is really if what I think is a deceleration of technology, not only medical technology, probably everything, is that the real causal factor behind our very slow economic growth? So all this talk, all this very optimistic talk, is it really warranted? That's sort of the main question. I think I stop here. Jan Vishk, merci. Jan Vishk, merci. La science et le numérique qui changent l'homme. Nous allons maintenant ouvrir un nouveau chapitre. Comment ces révolutions technologiques bouleversent les sociétés? Premier intervenant, Eric Carrel, qui est ingénieur et entrepreneur, une cinquantaine de brevets à son actif,
Développeur en son temps de la Livebox pour France Télécom, Eric Carrel a fondé WeThings en 2008 et lance une gamme d'objets communicants. Nouveau projet en 2009 avec Sculteo, plateforme en ligne d'impression 3D. En septembre 2013, Eric Carrel, vous prenez la tête du plan Objets Connectés lancé par le ministre du Redressement Productif. Le thème que vous allez développer pour nous, le numérique dans la vie de tous les jours et notamment pour le bien-être des individus. Oui, merci. Tout d'abord, je voudrais fortement appuyer le propos de Laurent Alexandre qui a parlé avant moi. Je trouve que en France, nous n'entendons pas assez ce type de propos et nous avons tendance à nous inventer un petit monde un peu à part. Et quand on voyage un petit peu, notamment encore une fois dans la Silicon Valley, c'est très surprenant de voir le type de réflexion que nous faisons en nous enfermant sur nous-mêmes. Dans l'intervention d'Étienne Klein, il y avait aussi un point quelque part qui était la question finalement du sens. Et donc moi, je vais partir un peu du rat des pâquerettes qui est de mon expérience d'entrepreneur. Donc WeThings est une société qui fait des objets connectés dans le monde de la santé. Et je vais vous parler assez basiquement d'un pèse-personne connecté. Alors un pèse-personne connecté, c'est quoi? C'est comme un pèse-personne, simplement quand vous vous pesez dessus, il enregistre la mesure du poids et il vous permet d'avoir une courbe sur votre iPhone. Il vous permet même de partager ce poids avec un certain nombre de vos amis et même de le tweeter, si vous voulez. Alors c'est assez intéressant votre réaction et je vous remercie d'avoir réagi comme ça. Parce que moi, ça fait 25 ans que je fais des produits et c'est la première fois que j'ai des clients qui m'écrivent et qui me disent « Vous m'avez changé la vie ». Alors, c'est fantastique. Je vais dans un certain nombre de conférences américaines et les gens, à la fin, viennent me voir avec leur iPhone, ils me montrent leur courbe de poids et ils me disent « Eric, tu m'as changé la vie ». Et je leur dis « Pourquoi? Est-ce que tu peux témoigner ?» Et il y a 2 points qui reviennent de façon à peu près systématique. Le premier, c'est à partir du moment où j'ai une tendance dans ma poche, et pas uniquement une mesure que je regarde en sortant de la douche et que j'oublie après, je suis capable de changer des petites choses dans ma vie. Et ce qui est important, c'est que la science peut rejoindre le concret de ma vie à partir du moment où elle ne participe pas à des grandes réflexions, elle ne participe pas à des grandes décisions du 1er janvier, mais elle m'accompagne dans des micro-décisions. Et ce que nous disent ces clients, c'est plus je suis capable de prendre des micro-décisions, plus le profil de ma vie change et plus il m'est plus facile de prendre ces micro-décisions. Ça, c'est le premier point, être accompagné dans des micro-décisions qui finalement sont plus importantes que ces macro-décisions. Et c'est là où la science, la technologie a aussi à nous rejoindre. Et le deuxième point qui est encore plus surprenant, c'est je redécouvre l'importance de la pression sociale positive. Alors quand on s'adresse à un public de Français, en général ça passe assez mal. On a encore un peu 68 dans la tête. Et le fait que partager ma courbe de poids avec mon conjoint, avec un collègue de bureau ou avec un peu plus d'amis me permette de tenir un objectif de poids passe assez mal chez nous. Eh bien, ce que nous découvrons, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui redécouvrent l'importance de ne pas être tout seul pour être accompagné dans notre propre vie. Et c'est important de voir comment la technologie, finalement, peut nous rejoindre là, dans des expériences humaines assez basiques et assez essentielles. C'est-à-dire que non, je ne vais pas partager ces données qui sont finalement très intimes. Quand on a fait notre premier pèse-personne, on n'imaginait pas que la donnée de poids était aussi intime, notamment pour les femmes. Et on découvre que le partage de cette donnée intime peut vraiment nous aider. Derrière ça, il y a quelque chose qui nous semble très important, c'est que cette pression sociale positive, elle fait partie de ce que la technologie peut apporter et elle participe aussi de la peur que nous avons d'engranger un certain nombre de données. Parce que les expériences que je vous ai présentées, elles sont possibles parce que nous avons des bases de données. Nous avons la plus grosse base de données de poids au monde. Et vous avez peut-être vu dans ces derniers jours un certain nombre de journalistes français qui s'affolent parce que, oui, demain, peut-être nos assurances maladie seront liées aux efforts que nous sommes prêts à faire pour la santé. Eh bien, ce sont des débats assez intéressants. Ce sont des débats assez intéressants parce que quand vous demandez à quelqu'un qui est en train de crever chez lui parce qu'il a des problèmes d'obésité et qu'il n'arrive plus à bouger et que personne ne va le voir parce que sous prétexte de l'égalité devant les soins, on ne va surtout pas aller le déranger chez lui, eh bien cette personne, si vous la dérangez un petit peu et que vous l'aidez à se bouger et qu'elle perd 20 kilos et qu'elle arrive à remarcher, eh bien je peux vous assurer qu'elle vient vous remercier.
Donc il y a là derrière une vraie recherche de sens à avoir par rapport à nous pouvons faire de nouvelles choses grâce au fait que beaucoup de données sont emmagasinées, de la connaissance peut sortir de ces données, des conseils peuvent sortir de ces données. En même temps, nous avons peur de ces données. Et face à un public français, je voudrais dire, attention. Systématiquement, dans ce pays, à chaque fois qu'il y a une évolution, nous commençons par dire « il y a danger ». Souvenez-vous, avec le paiement par Internet il y a 15 ans, nous étions les premiers à dire « je ne mettrai jamais ma carte bleue sur Internet ». Il y a une entreprise un peu moins bête que les autres qui s'appelle PayPal, qui a décidé de gérer le risque. Plutôt que de considérer qu'il y avait risque, je n'y vais pas, elle a décidé de gérer le risque. Elle est aujourd'hui l'un des leaders et nos banques françaises sont complètement à la rue sur ce sujet. Eh bien, faisons attention sur ce qui arrive dans le domaine de la santé, qui fait que, bien sûr, nous pourrons être en meilleure santé demain grâce à de la prévention, mais ça supposera que les données, quelque part, soient centralisées et qu'il y ait d'analyse sur ces données. Eh bien, ne commençons peut-être pas trop vite par dire « il y a risque, donc je n'y vais pas ». Bien sûr, il y a risque, mais il y a aussi opportunité et il y a probablement un grand intérêt à gérer ce risque et à redécouvrir que la science, la technologie peut nous aider à aller mieux ensemble. Je vous remercie. Éric Carrel, merci. Les technologies au service du progrès humain, certes, mais il nous faut maintenant explorer le côté obscur de la force. Duncan Campbell est un journaliste d'investigation britannique qui explore depuis toujours la face sombre des technologies et de leurs usages. En 1988, dans un article du New Statesman, c'est lui qui a révélé l'existence du programme de renseignement Échelon, premier avatar des grandes oreilles planétaires qui surveillent désormais nos faits et gestes. Les enjeux politiques et sociaux du numérique, c'est à vous, Duncan Campbell, je vous passe le micro. We have some slides. Does the slide controller work before we start? Does this? Can anyone tell us if it should work? It's there. Show it. Okay, and do I use the controller? This technology has no effect. If whoever is... the panel is agreed. Okay. I start then. If whoever is listening to this can be very fast, there's a lot of slides. I have to be very quick. Thank you. Mesdames, Messieurs, economists, I believe, understand trust. And if we can no longer trust the electronic communications on which we depend, and will increasingly depend for our social, political, business, commercial, and industrial transactions, the future will go very dark indeed. Security and privacy are interdependent. They are the same. Security is privacy, and privacy is part of security. That is not well understood. What I want to do is to... thank you. We've gone to... one slide back, please. Right. Thank you. I'll say when the slides are needed. Thank you. I want to talk about how the internet has been broken apart by these two organizations in particular, United States National Security Agency and Britain's GCHQ, part of an admittedly Anglo-American alliance at the heart of turning the internet into a global surveillance engine. Nothing more, nothing less. The next slide is an illustration of the astonishing scale. Now, this, in common with most of the material, not all of it, comes from the revelations of the American whistleblower Edward Snowden. That is the massive scale of it. Hardly time to look at it in detail. Let's go to the next slide. That documented the Five Eyes, the 5 English-speaking countries that are the principal partners in this. But there are, it is revealed, 33 other countries, almost all the nations of Europe, secretly, without the knowledge of their politicians or parliaments, are playing along. There are 90 large industrial corporations in communications which are secret collaborators. 20 major global points where all of our communications and submarine cables are tapped. Covert cable accesses. 100 embassies in capital cities, many of them right here, which are used to hoover up all of the communications of the city centre, its business, its commerce, and its civil entities. 42 stations for intercepting all of these civil communication satellites that serve as planetary networks. And something
between 50,000 and 1 million, according to the paper, perhaps more, computers and networks deliberately interfected with malicious software controlled by these agencies so as to extend their surveillance reach. Next slide. This is a slide showing the major US corporations which agreed to compromise their equipment and systems in order to aid surveillance. The big ones are all there: Microsoft, Verizon, AT&T, HP, Cisco. Let's move on. Next slide. Not only were they compromising their systems by agreement, but they were attacked. This is a slide showing the interception of Cisco equipment so it could be sabotaged. Next slide. Google found that its principal European data center communications were tapped. This is a top secret diagram on a post-it note of how it was done. Everything was hoovered up by a British interception center and analyzed to steal everyone's address books. Next slide. Anybody got a mobile phone, an Android, an iPhone? You're wide open. Everything can be accessed. They built the software. There is no protection. Everyone's systems are accessible to hot mic it or power on it when you don't know about it. Next slide. Microsoft Windows, the cornerstone of most people's computers. Systems are built to maliciously infect and control those computers. Next slide. This quotation, worth reading. NSA for the past decade has led an aggressive, multi-pronged effort to break widely used internet encryption technologies. That almost says it all. Next slide. That's how they do it. Next slide. They call it enabling. Breaking our security is, in their perverted language, enabling. Making the systems that work for commerce and personal privacy not work is enabling. A lot of details of the targets in this current year, not enough time to go through them. Next slide. This is what they call the System for Malicious Infection of Computers, FoxAcid, a remote control center, to control the malware. Next. This is how it's done. Using the accesses to the internet, they take control of the computer and run it from America. Next slide. Another venture, building interception centers on the top of embassies. This is in Berlin. It's exposed. I helped Der Spiegel do it. It was part of the story about the interception of Chancellor Merkel. Next slide. They burn a lot of heat doing that interception. You can see how hot it is right there. Next slide. Britain is at it too. That white cylinder in the middle sits on the top of Britain's new embassy in Berlin and has direct line of sight, along with the Americans, to the Bundestag and to the Federal Chancellery. And before you ask, yes, it's true in Paris too. If you go to the bottom of the Champs-Élysées, I've been there recently, look up at the US Embassy, you'll see the big shed on the roof. It's got line of sight to the Élysée Palace, the Assemblée Nationale. What more do you want? Next slide. They collect from international cables as well as from the companies you know about called the program PRISM. Next slide. This is where it's done from, the British Southwest Coast, Processing Center 1. Most of the Atlantic cables that connect Europe to the West come in there. Next slide. A second tapping center has been built in the Persian Gulf in Oman. That's part of the secret British temporal system. Next slide. GCHQ, top secret, strap 1, Britain's highest level of communications. Massive access to international communications, 50 billion events a day. Next slide. Next slide. 5 American tapping centers. Next slide. Next slide. These are the targets, European diplomatic premises, offices, some of our communications players. Next slide. Military targets, but also commercial, internet, and energy political targets. Next slide. This is quite serious. The targeting is active. Deny, disrupt, degrade, and deceive. Go to the next slide. And just look at it. Discredit a company, leak confidential information, post negative information, stop deals, ruin business relationships. Next slide. These are the third parties, the people who play along. Every European country, including France, but not Ireland, or Monaco, or Liechtenstein, listed. Next slide. France taps communications and passes them to America. In case you wanted a local reference, it happens right here. Euronext, that's where the cable taps are. They come in from North Africa. Next slide. The purpose of doing this, to stop terrorism. Right? Everybody agree? How many terrorist plots, according to the Presidential Commission, were stopped as a result of this global interception? Anybody want to guess? Let's go to the next slide. Null. Next slide.
You can get the slides and lots more information on my website. Thank you. Merci Duncan Campbell. Dernier thème que nous allons aborder avec les deux intervenants suivants. Que faire face aux révolutions technologiques qui se déroulent sous nos yeux? Comment favoriser, stimuler l'innovation et comment adapter nos outils réglementaires et juridiques face aux bouleversements en cours? Lorraine Donnedieu de Vabre-Tranier est avocate associée au cabinet Janté, spécialiste entre autres du droit de la concurrence. La parole est à vous. Vous nous éclairez sur ce thème, concurrence et propriété intellectuelle, comment faire émerger l'innovation. Merci. Vous m'entendez? Droit, innovation, innovation, droit, c'est deux mots qui ne sont pas spontanément associés et qui expliquent souvent d'ailleurs qu'on ne consulte pas les juristes quand on parle d'innovation. Ce n'est pas le cas au cercle des économistes et c'est évidemment très heureux. Droit et innovation, ça rentre en conflit, ça s'ignore. C'est la question que je vais donc essayer de résoudre en l'espace de quelques minutes. Il y a une réponse qui a été donnée, si vous avez lu les échos dans le train en venant ce matin, par une étude faite auprès de 511 dirigeants de grands groupes installés dans les grandes régions économiques du monde. Ils placent clairement la stabilité politique et la sécurité juridique en tête par rapport à la recherche et l'innovation. Alors, comme vous le savez, le droit, c'est Giraudoux qui l'a dit, hein, le droit est la plus puissante des écoles de l'imagination. Encore plus puissante que la poésie, il y a sûrement une réponse venant du droit à la question qui m'est posée. Alors, deux pistes en l'espace de 5 minutes. La première, privilégier l'innovation dans la règle de droit. La deuxième, tenter de réguler les excès et les acteurs de l'innovation. Première piste, privilégier l'innovation dans la règle de droit. Alors, ça a été dit tout à l'heure, quand on pense innovation en droit, on pense propriété intellectuelle, on pense brevet, marque, licence. Or, il y a bien d'autres domaines du droit qui devraient être revisités au nom de l'innovation. Je vais vous donner quelques exemples extrêmement rapides. Le droit des entreprises en difficulté, le droit du travail, le droit fiscal. Le rapport Pisani-Ferry, que vous avez bien sûr tous lu, nous dit qu'ils sont au service d'une économie en croissance régulière et non pas au service d'une économie disruptive. Qu'ils ne sont donc pas du tout adaptés à des progressions fulgurantes, je cite, ou à des échecs retentissants, comme c'est le cas quand il y a innovation et prise de risque. Alors, il y a plein de solutions qui s'offrent en droit du travail, droit fiscal, droit des entreprises en difficulté. Pourquoi pas tenir compte d'un coefficient d'innovation dans le droit des entreprises en difficulté? Pourquoi ne pas défiscaliser le coût d'une innovation majeure? Je suis sûre que vous avez des tas d'idées, et bien plus d'idées que moi sur le sujet. Le droit des contrats, vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient faire dans l'innovation? Eh bien, allons-y. Un co-contractant, vous tous, ici, vous ne pouvez suivre un comportement innovant. Parce que si vous le faites, vous vous contredisez par rapport à ce que vous avez conclu, et donc vous êtes de mauvaise foi. Or, pourtant, on sent bien que ça pourrait avoir des effets néfastes, voire sclérosants, sur la vie du contrat. Et on pourrait même se dire que la pérennité du contrat, eh bien, ce serait d'évoluer, de s'adapter aux révolutions technologiques numériques. Et là, soyons très clairs, et c'est le juriste qui le dit, c'est au droit de se mettre au diapason donc de l'innovation. Alors, avec quels outils? Rapidement. Pas de loi bavarde, on le sait, personne n'en veut. On veut une loi stable, claire, intelligible. Oui, mais principe de sécurité juridique d'un côté, principe d'innovation de l'autre, on fait comment? Alors, peut-être, allons vers le droit souple. C'est ce qui se passe en matière d'Internet et ce que fait la CNIL en France pour tenir compte des évolutions technologiques. Allons vers la loi expérimentale, c'est-à-dire une loi avec des dérogations pour les expériences. Allons même, pourquoi pas, vers une loi sous forme de normes techniques privées, ce n'est pas forcément un gros mot, en matière d'innovation et de recherche. En définitive, pourquoi ne pas inscrire, aux côtés du principe de précaution, voire même tordre le cou au principe de précaution, eh bien ce fameux principe d'innovation, comme le préconise la Commission de l'innovation, qui a fait un rapport que vous avez lu aussi sûrement. Réapprendre à oser, à accepter le risque dans la décision et donc l'échec. Pas de risque zéro, plus de risque zéro, et évidemment en échange de la transparence sur le process. C'était la première piste. Deuxième piste, et très rapidement, réguler les excès et les acteurs de l'innovation.
La solution, elle est connue, elle est appliquée, c'est le droit de la concurrence. Mais ce droit de la concurrence, il peut absolument pas tout. Premièrement, il entre en conflit avec le droit des propriétés intellectuelles et industrielles. Et il ne peut pas résoudre quoi? Eh bien, les nombres de dépôts de brevets très nombreux, c'est sûrement pas le cas de mon voisin, qui sont faits pour décourager les procès en contestation, le nombre de dépôts de brevets très nombreux sur des évolutions mineures de brevets antérieurs afin d'en prolonger artificiellement la durée, il ne peut pas gérer ce problème. Et s'agissant des acteurs, les fameux GAFA, qui peuvent devenir, et c'est le risque et nous le savons, devenir plus puissants que les États, qui achètent à prix d'or des entreprises qui n'ont plus rien à voir avec leur domaine d'origine. Pourquoi? Pour les actionnaires sûrement, mais pas seulement. Pour bloquer la concurrence, certainement pas directement. Pour la confiance dans l'innovation? Oui, sûrement. Mais on voit bien que ce n'est pas sans danger, parce que devons-nous penser, nous tous ici réunis, juristes et les autres, d'une société où seuls des acteurs privés peuvent financer la recherche et l'innovation, et notamment sur des sujets NBSC? Que penser d'une société où on voit bien que la fraction entre les données publiques et les données privées vole en éclats? Une donnée privée, vous le savez, qui passe par les mains d'AGAFA, elle devient publique. Et on voit bien que les outils traditionnels sont tout à fait impuissants. Alors, pour terminer et pour conclure, la logique serait que on aille vers une régulation de l'innovation, mais là, l'imagination du juriste, aussi puissante soit-elle, je voulais dire une régulation mondiale de l'innovation, l'imagination du juriste, aussi puissante soit-elle, ne va pas encore jusqu'à l'utopie. Merci Lorraine Donnedieu de Vabre-Tranier. Alors pour ceux qui n'auraient pas bien suivi jusqu'à maintenant, quand vous citez, vous êtes nombreux à le faire à cette table, les GAFA, c'est donc Google, Apple, Facebook et Amazon. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas suivi jusque-là. Alors notre dernier intervenant nous vient du Missouri. Il dirige le département d'économie de la Washington University de Saint-Louis. Michele Boldrin intervient régulièrement dans le débat public américain. L'un de ses chevaux de bataille, qui s'appuie sur des recherches académiques bien sûr, étant la lutte contre les monopoles. Michele Boldrin, je vous laisse la parole pour cette dernière intervention. Thank you. Let me try to address a few things that I've learned by looking at innovation and its effect on economic growth. I've heard here a number of predictions. Let me say that from my point of view, it's when you look at the development of science and technology and the application in our social life ex ante, it's really very hard to make credible predictions that are sustained over time. The last century is full of people that have made all kinds of predictions, pessimistic, super optimistic, and so on. We could go in, and they have turned out to be 95% wrong, and the other 5% were so vague that they looked right just because they said nothing and predicted nothing. It's a very simple reason. If you really are so good to tell me where science is going to be, what the big discoveries are going to be 10 years from now, you know what? You're going to do those discoveries, not predict them. At the end of the day, any exercise in trying to tell us where science and technology will go will have to face the old joke by Einstein, who knew something about science. And it's a pretty good joke, even it sounds silly. It is, if we knew what we were doing, we wouldn't be doing research, wouldn't we? And so that's the point. So any great scheme of trying to tell us that the future is full of great hopes, or that the economic system has not implemented this or other miraculous technology they should, once you look at it after the fact, turns out to be pretty empty. So I would rather avoid that and ask instead myself if overall, when I take a long-term view of the use of science, which, by the way, it's always been there. You know, we just made it maybe better, maybe more efficient, maybe more widespread and precise. But it's not that the old agricultural revolution, the early one, the one of 15,000 years ago, was not an application of science or technology. It was. People experimented in a very random and non-systematic way and found out that certain animals, certain plants, certain rules were better than others and applied them. When I look at the overall outcome, I find it very hard to be a pessimist or to subscribe to views
of science technology that predicts great disaster to come, because I'm not sure it's a good thing that there are 7 billion of us. Yeah, there is another famous joke that says, well, there are always too many of you and just about the right number of us. So maybe 7 billion is a bit too many, but I don't know that. I noticed that there are 7 billion people around the world, more than have ever been, and they live a lot better, enormously better than they've ever lived. And so if you take the long run ex post perspective, I think you want to take a positive view. So the only question I think reasonable that an economist has to ask, or a social science has to ask, what do we do with science and technology, is essentially what kind of incentive do we create? And yet there are a couple of very simple rules, maybe tentative, but they come out in the long run that works. That says, yes, technological innovation have a very tempting characteristic for the power, which is they can be monopolized. And when they can be monopolized, you got typically two effects. Whoever is the controller of that technology tends to have a large power over the other, and also tend to use it to preserve it, to keep the monopoly. So the first thing you want to learn is that information or science or discoveries of innovation are good when they are free, in the sense, not that they are free of cost, nothing is free of cost, but they're free in the sense that you create institutional conditions that allow most people to use them, to access them, to learn about them, to know them. Okay? So any set of rules that tend to monopolize and favor the monopolization of innovation is not good. And the second rule is, and that's even clearer in history and fact, is that innovation at the end is essentially the fruit of necessity of competition. It's very hard, very, very hard. It's a challenge I've played with many colleagues that have been advocating patents and monopoly power, saying, show me a set of relevant innovation, breakthrough innovation that are the product of some monopoly power. The answer is typically zero. Literally zero, like is null, right? They got zero terrorist attempt prevented, and you typically, you look at whatever is now relevant, any of the relevant dynamic industries in the world today, none of them is the product of a monopoly power. And these two things kind of go together very well, because competition is impossible if there is no free entry. Competition is impossible if there is no contestability of dominant position. Competition is impossible if there is no power to imitate. Imitation has a bad reputation. Instead, it should have a fantastically good reputation. 99.9% of the human beings just imitate. The true innovators are very few. Lucky ones, for whatever reason. Chance, smarter, they're in the right moment, in the right position. Most of the advancement of humanity are due to imitation. Most of economic growth is due to imitation. All the developing countries, the billions of people that are working out of poverty for the first, yeah, I know, I'm done. I enforce myself. Now I can't. It works, you see. So let me just finish here, in fact. So imitation deserves a better press, which is why when you put these things together, you realize that maybe one thing we want to reflect upon is if all the system of intellectual property that we have built in the last couple of hundred years in the Western world, we have now extended to the rest of the world, is still serving us well. The example we saw in pharmaceutical in the presentation by Jan, I think, was pointing toward that. I have found, and I'm pretty much convinced, I think I was, together with David Levine, a bit taken as a crazy nuts 15 years ago when we first advocated it among economists. Now it's getting more widespread, that the old system of intellectual protection we have built needs to be, but then they turn out to be barriers to growth and barriers to development of humanity. And patents and copyrights are about the same thing. They may have been useful at a certain stage of economic development a couple of hundred years ago. Now they're definitely an obstacle because they prevent us from imitating, from competing, and from making information free. So we should essentially abolish them. Thank you.
Michele Boldrin, merci. Alors 8 intervenants se sont succédés à la tribune, beaucoup de choses ont été dites bien sûr, beaucoup d'idées et de pistes ont été avancées. Nous n'avons hélas pas le temps de vous faire débattre entre vous, mesdames, messieurs. Nous allons directement passer aux questions de la salle et la première question, c'est maintenant la tradition lors de ces rencontres économiques. Et la première question nous vient d'un étudiant participant au concours La parole aux étudiants. Il est ici, il va prendre un micro, si un micro est à proximité. Le micro, mademoiselle. L'étudiant est ici, de l'autre côté. L'étudiant, c'est François Gibelli. Il nous vient d'UP6, l'université Pierre et Marie Curie. Merci beaucoup pour vos exposés très riches. J'avais une question sur le rapport entre les avancées technologiques et les confrontations morales ou éthiques. Et en fait, je souhaitais savoir s'il était possible à l'heure actuelle de prévoir les évolutions morales ou éthiques qui seront engendrées par les évolutions technologiques et sinon, au contraire, d'essayer de prévoir quelles innovations technologiques vont être possibles en fonction de la situation morale dans un pays, dans une zone géographique ou à une époque donnée. Je vous remercie pour vos réponses. Alors, qui se lance ? Étienne Klein. Y a-t-il un progrès de l'éthique et de la morale à la mesure du progrès technologique ? Je ne me lancerai pas dans les prédictions. Je pense que les valeurs évoluent très lentement. Ce qui évolue, ce sont les normes qui permettent d'appliquer les valeurs. C'est-à-dire que, par exemple, au début du XXe siècle, quand il a été question d'installer le téléphone à domicile, il y a eu des votations en Suisse et il y a eu des cantons, celui de Vaud, je crois, qui ont voté négativement au motif que le téléphone allait détruire ce qu'on appelle aujourd'hui le lien social. Puis évidemment, ils sont revenus sur cette décision parce qu'on a compris qu'on pouvait garder le lien social avec le téléphone, mais la valeur lien social, elle demeure. Et on doit adapter le fait qu'elle demeure à l'arrivée des nouvelles technologies. C'est pour ça que, à mon avis, il y a une résistance à l'innovation. Schumpeter parlait de destruction créatrice. Je pense que c'est une appellation trompeuse, comme le fait remarquer Luc Ferry dans un livre sur l'innovation. C'est pas parce que vous jetez votre iPhone 4 dans la Seine que vous créez un iPhone 5. Donc en fait, c'est l'innovation qui est destructrice au sens où elle rend obsolète ce qui ne lui est plus adapté. Et donc je crois que tous ceux qui sont attachés, pour une raison ou une autre, à un coin de conservatisme, dans leurs habitudes de vie, dans leurs croyances, dans leur façon de penser, de vivre, vont penser que les innovations technologiques qui vont à toute vitesse vont entraîner tout ce à quoi ils sont attachés. Et c'est là que vient la résistance. Par exemple, ce qui a été montré tout à l'heure, moi ça m'effraie, c'est-à-dire je pense que le respect de la vie privée, c'est quelque chose auquel personnellement je tiens beaucoup. Et si je suis inquiet, c'est quand je vois que les consommateurs, entre guillemets, les citoyens, mettent sur Internet des données personnelles. C'est-à-dire qu'ils se font complices du fait qu'ils n'auront plus de vie privée. Et donc, je trouve normal que les questions éthiques viennent très sérieusement s'adresser aux innovations technologiques. Les valeurs évoluent lentement, la technologie évolue rapidement, et donc comment parvenir à suivre les évolutions technologiques par une approche normative continue qui oblige à regarder les technologies comme le lait sur le feu. Mais parfois, on a envie de faire autre chose. Et donc, on est en quelque sorte prisonnier de ces avancées au sens où on ne peut pas les laisser partir toutes seules. Yann Visch, que vous voulez aussi ajouter des éléments de réponse. De toute façon, nous n'aurons pas le temps de prendre d'autres questions, donc je vous en prie. Well, first of all, I think this is a very important question. This is really a very focused question on this topic. I mean, as a scientist who loves technology and develops technology, I'm very ambivalent about it. On the one hand, ethical constraints and regulatory constraints are the enemy for us in a sense, because they really constrain your research. It's very difficult for us to work with humans, actually even with animals nowadays. So that's one side of the medal. In that sense, I would say, well, it's really, and I pointed it out earlier, it's really those regulatory and ethical constraints that, in my opinion, limit science and technology for going forward. And in fact, I think it will block it indefinitely. However, having said that, I think it's a good thing. I actually think ethical and regulatory constraints and democracy that allow people to have access to your research and can say stop no further, I think that is extraordinarily important. It's a major accomplishment of our society. So on the one hand, you could argue, yes, it will slow down, perhaps indefinitely, technological progress, and it will probably only allow like totally safe, like computer games and playing with new iPhones, that will go forward, and you will hear all those stories about
about all this information technology. Most of it, I think, will never really happen. But I think at the end of the day, it's ethical and regulatory constraints that make our society so successful. And it has been mentioned before, we've never ever lived in an age before where humankind was in fact so happy and so well taken care of. And that is because of those kind of regulatory constraints. So we should keep it. And this is said by a scientist who realizes that it will block my work. Merci Yann. Quelques éléments de réponse très très vite. Laurent Alexandre. L'expérience montre qu'on accepte des choses que dans le passé on n'acceptait pas. La greffe de visage, qui nous semble aujourd'hui tout à fait normale, en 1960, elle aurait semblé monstrueuse. Il y a une époque où la pilule semblait monstrueuse. Aujourd'hui, elle semble normale et désirable. Pareil pour l'IVG. La fécondation in vitro, au début des années 80, 80% de la population était contre. Aujourd'hui, tout le monde est pour. Les implants intracrâniens pour les enfants sourds, les implants cochléaires, il y a eu des manifestations devant le ministère de la Santé en France. Les gens étaient contre. Aujourd'hui, tout le monde est pour. La grossesse pour autrui, les gens sont contre aujourd'hui. Ils seront pour demain. Et en 1960, si on avait dit aux Français qu'aujourd'hui, 97% des trisomiques dépistés seraient avortés, personne n'y aurait cru. Pourtant, c'est le cas. Il n'y a qu'un trisomique sur 30 en France qui survit au dépistage de la trisomie 21. En 1960, ça aurait semblé monstrueux. Aujourd'hui, la société trouve que c'est parfaitement normal. Donc, en réalité, nos normes éthiques collectives et personnelles en matière de biotechnologie changent à toute vitesse. Et ce qui était jadis monstrueux semble aujourd'hui normal, voire désirable, voire quasi obligatoire. Eh bien, c'est donc Lia Greenfeld qui a ouvert sa table ronde, qui aura le mot de la fin en quelques secondes, s'il vous plaît, Lia Greenfeld. Est-ce que quelqu'un peut passer un micro à Lia Greenfeld, s'il vous plaît? Merci. On ne peut pas parler de tout le monde. One of the most important things to keep in mind when you ask a question like that is cultural relativism. There are great differences, even between such closely related societies as the United States and France, great differences in attitude. But think about differences between Russia and the United States, or Russia and France, and then think about differences between different civilizations, between China and the Western civilization. So when you're asking this question, the answer depends very much on what precise society are you talking about and which values do you want to adjust to technology or the other way around. Lia, allez, le mot de la fin, Pierre-Yves, c'est vous qui irez au cachot. Jean-Hervé vous emmènera au cachot, parce qu'on a débordé. Juste un mot, merci à tous les intervenants. Je veux juste te dire, je ne sais pas si ça va changer, si la science va continuer à changer le monde, mais depuis le moment où nous sommes entrés dans cette salle et maintenant, chacun de nous a gagné 20 minutes d'espérance de vie. Merci à toutes et tous.